Ce programme vous est présenté par BProd, Broadcast and Events Everywhere. Des internationaux de Strasbourg, produite par Top Music avec les moyens techniques des copains de BProd. Toute la semaine à midi pile, eh bien, vous aurez des coulisses, des images, des invités bien évidemment, comme l'année dernière, vous le savez. Midi Tennis, bah, c'est du tennis, mais pas que. Tennis, mais pas que, mais du tennis quand même, hein, bien évidemment. Donc on va commencer avec les plus beaux points de la journée d'hier. On va regarder ça ensemble avec d'abord ce point entre la Française Amandine Hess et la Russe Anna Blinkova. Match accroché hein, sous le cagnard hier à Strasbourg. Victoire en 3-7 finalement pour la Russe. 4-6, 6-0, 6-4. Un beau combat et malheureusement la Française qui va s'arrêter là. Deuxième match avec Océane Dodin, demi-finaliste l'année dernière, qui malheureusement eh bien, va chuter dès le premier tour face à une autre Française, Selena Janisiewicz. Là aussi 3-7, 6-2 pour Océane Dodin, vous le voyez sur l'image dans le premier set, et puis 6-1 et 6-4 pour encore la haute fois un gros combat sous la chaleur. Il a fait très chaud hier en Alsace, jusqu'à 26 degrés, et elles ont eu du mérite, et c'est Janisiewicz qui va finalement s'imposer dans cette rencontre avec cette amortie pas forcément très bien touchée d'Océane Dodin. Et puis là, le passing qui est magnifique. Troisième match avec Elena Svitolina, une des attractions de ce tournoi, l'ex numéro 3 mondial qui a bénéficié d'une wildcard après une grossesse tout simplement. Elle revient sur le circuit petit à petit depuis quelques semaines. Elle était opposée à l'américaine Luisa Chirico et très accrochée là aussi, mais seulement 2-7 on va dire, avec cette victoire pour Svitolina. 6-4, 7-6. Pardon, 0-6-4, 7-6, 6-4, 7-6. Voilà. Le sourire d'Elena Svitolina qu'on va donc retrouver cette semaine à Strasbourg. Voilà pour ces premières images et on va accueillir tout de suite notre première invitée. Et on continue à parler de tennis, bien évidemment, avec le premier invité de la semaine. C'est Lionel Ollinger, vice-président de la FFT et président de la Ligue Grand Est, quand même. Bonjour, ravi d'être avec vous. Ça va bien? Oui, bah, génial, il fait beau, il y a du monde déjà. On est au début de cette semaine magique, voilà, donc ça va bien. Question classique, forcément, on est content d'être là dans un événement international ici en France. Il n'y en a pas tant que ça. Mais non, c'est le plus grand événement de tennis à côté de Roland-Garros, bien sûr. Ça prépare à Roland-Garros. C'est le début d'une semaine magique ici à Strasbourg. On est toujours vraiment ravis d'être ici. Alors 37e édition pour ces internationaux de Strasbourg, c'est un gage de qualité hein, quand un tournoi s'inscrit comme ça dans la durée. Au niveau de la FFT, comment ça se passe? Comment on contribue, on participe à cette organisation? Alors bien sûr, ce tournoi, il a été d'abord la propriété de la Fédération française de tennis avec la Ligue à l'époque d'Alsace de tennis, et puis il a évolué, il est devenu effectivement un événement privé qui est évidemment très soutenu par la Fédération française de tennis. On se parle tout le temps avec Denis Nejlen et puis Jérôme Fechter pour faire évoluer ce tournoi, et je crois qu'il y a de belles perspectives, donc on est ravis d'être à leur côté en tout cas. Oui, parce qu'ils pourraient, alors c'est pas encore fait, mais ils pourraient changer de catégorie. On espère évidemment, voilà. Passer en 500, ce serait magnifique, ce serait évidemment une juste récompense pour ces organisateurs ici, et puis cette logistique qui a beaucoup changé cette année. Je trouve que le village est vraiment magnifique avec cette place du village, ça met beaucoup en valeur le site, et puis le Parlement derrière, c'est vraiment un endroit génial. Oui, c'est vrai qu'ils sont très, très critiques à chaque fois, ils veulent à chaque fois améliorer chaque année les petits détails, les petits détails. Alors c'est une ode aussi au sport féminin, au tennis féminin français. Votre regard dans le sillage un peu d'une Caroline Garcia par exemple, quelles peuvent être les révélations, les joueuses que vous suivez actuellement au niveau de la FFT? Alors
bien sûr, Caroline est notre fer de lance. Hein. Caroline, elle est l'équipe, voilà, le sang même de notre équipe de Billie Jean Cup. Et puis, elle est celle qui est la locomotive de nos jeunes joueuses. On voit beaucoup de jeunes joueuses ici à Strasbourg. Hein. Il y a Clara Burel qui est en ce moment sur le cours. J'ai une pensée émue pour Sarah Iliev de la Ligue Grand Est qui a été formée ici à Strasbourg, qui va jouer en deuxième rotation derrière Clara sur le central. Mais il y en a plein d'autres. On a vu dans les meilleurs points d'hier qu'il y avait beaucoup de jeunes françaises. Alors, je ne vais pas citer de nom en particulier, mais je crois qu'il y a beaucoup de jeunes joueuses françaises qui derrière en effet se projettent. Caroline a eu un passage un petit peu à vide après une magnifique saison, et puis là ça va repartir de plus belle sur cette saison en terre battue. Un mot quand même sur la petite Sarah Iliev. Forcément, nous ici à Strasbourg, on est un peu plus attentif à son parcours, hein, la petite Alsacienne. Elle a que 16 ans, elle arrive sur un circuit comme ça, c'est magnifique. Est-ce que ça peut être vraiment une joueuse avec un fort potentiel pour les années à venir? Elle a été la meilleure joueuse déjà au niveau plus jeune. Hein. Au niveau européen, c'était la meilleure. Je me souviens de Sarah, on l'avait mise à l'honneur à Roland-Garros puisqu'elle avait remis la coupe Suzanne Lenglen sur le court central à la gagnante de Roland-Garros. Donc on savait que ce serait une championne. C'est pas encore complètement arrivé, il faut encore qu'elle grandisse, mais elle a déjà de très très bons résultats. Elle avait fait un bon Roland-Garros junior l'année dernière, et puis évidemment là, chez les grandes, on va dire, c'est une performance particulière qu'elle a réussi ici à Strasbourg. Et on va en reparler tout à l'heure avec Christophe Schnepp des DNA de Sarah Iliev. Vous avez parlé de Roland Garros, forcément, là c'est le printemps, il fait beau, la terre battue, les petits chapeaux. Ça commence à sentir bon Roland Garros quand même là. Hein. Ah oui, aujourd'hui commence l'Opening Week de Roland Garros, hein, les qualifications avec un spectacle phénoménal aussi à Paris. Donc voilà, on démarre à Strasbourg avec les femmes, et puis à Roland Garros avec des femmes aussi d'ailleurs, et puis des hommes en qualification aujourd'hui pour un tirage au sort du tableau final qui aura lieu ce jeudi. Alors je voulais aussi, ça tombe bien que vous soyez là Lionel d'ailleurs, puisque toucher un petit mot de l'opération Urban Tennis. Il y a une étape qui est passée par Strasbourg il y a quelques jours, quelques semaines de cela. C'est quoi le but de cette opération Urban Tennis? Alors très clairement, avec le président, avec Gilles Moreton, l'objectif c'est de mettre du tennis partout en France, de mettre tous les tennis, de faire en sorte de toucher toutes les communautés, de faire en sorte que ce tennis soit visible au cœur des villes. Alors là c'était Place Kléber, en plein centre-ville de Strasbourg. On voit quelques images d'ailleurs qui s'affichent. Une très très belle opération. C'est le démarrage un peu de cet Urban Tour. Hein. On a quelques dates là, qui ont déjà eu lieu, mais ça va être surtout sur l'été. Voilà, c'est vraiment refaire découvrir ce sport qui est en progression, hein, qui a cru de près de 10% l'année dernière et qui croît encore de près de 6% cette année. Donc le tennis va bien, mais il faut qu'on le montre, il faut qu'on le fasse savoir, il faut qu'il aille dans les villes, il faut qu'il aille dans les quartiers, il faut qu'il soit inclusif, il faut qu'il y ait plus de jeunes filles, de petites filles qui jouent. Donc on est content de cette opération ici à Strasbourg. Oui, c'est une vraie opération de com pour séduire encore des nouveaux joueurs et joueuses, parce qu'on se rend compte que finalement on voit sur les images, c'est pas très compliqué. C'est abordable, bien sûr. Là, on est sur des petits terrains, des balles un petit peu plus ramollies. On peut jouer au tennis partout. Il suffit de mettre une corde là au milieu de la rue et puis de prendre 2 raquettes et puis et de jouer. Voilà, et on compte les points. C'est pas aussi compliqué que ça. Très bien. Merci beaucoup Lionel. Alors on va vous demander de céder votre place aux invités suivants. Alors je me retourne, j'espère qu'ils sont pas loin, puisqu'on va parler de l'association Faites le Mur. Je crois que je l'ai vu. Mon ami Albert est juste là, je vais lui passer la parole. Merci beaucoup, j'étais ravi d'être avec vous. C'est du direct, en tout cas on voit Sarah. Oui, c'est à vous, voilà. Merci beaucoup Lionel. Bon retour et bon tournoi à vous. Voilà, le petit passage de témoins. Ah, on a une chaise également qui nous est amenée par Marine. Voilà. Ah, alors attention, parce que oui, parce qu'il y a une caméra qui est juste derrière. Alors je ne sais pas comment on peut s'organiser, mais si vous arrivez à vous décaler un tout petit peu sans tomber, évidemment, ce serait parfait. De toute façon, vous cassez pas la figure. Exactement. Ne partez pas en arrière. Et on vous amène un petit micro également. Voilà, on va y arriver tranquillement. C'est du direct, il n'y a pas de souci. On enchaîne avec l'association Faites le Mur. Justement, donc on est avec Albert Singer, c'est ça, Singer, Singer. C'est pas mal. Et Sarah Finotto, donc bienvenue à tous les deux. Donc, Faites le Mur, c'est le tennis contre l'exclusion. Donc c'est un peu le sous-titre de l'association de Faites le Mur. Alors comment on agit contre l'exclusion avec le tennis? En fait, l'idée c'est de l'association de Yannick Noah qui a été créée en 1996. La première idée de Yannick, c'était d'amener le tennis au cœur des quartiers prioritaires vers un public qui n'a pas accès à ce sport pour plein de raisons. Le tennis avait dans les années 90 encore une connotation peut-être de sport élitiste, il l'a encore un peu. Et donc l'idée c'était vraiment de permettre à tous ces jeunes dans les quartiers prioritaires de pouvoir jouer au tennis. Donc l'idée de base elle est là. Et donc c'est aller au sein des quartiers, au pied des immeubles et faire du tennis aux jeunes en essayant après de les emmener progressivement dans les clubs de proximité. Aujourd'hui, Sarah Faites le Mur est présente dans 74 villes en France.
Ça commence à être pas mal. C'est une sacrée machine au final, cette association. Oui, en fait, ça fait 3-4 ans qu'on développe énormément nos actions et qu'on essaime en fait toutes les actions qu'on peut faire. On est passé de 35 villes en 2019 à 80 villes maintenant aujourd'hui en fin d'année. Donc c'est vrai que c'est un énorme développement. Maintenant, ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de pérenniser vraiment nos actions et développer nos actions au niveau local. C'est-à-dire qu'on veut partir de l'existant pour justement développer notre impact auprès des jeunes et auprès des familles aussi, bien sûr. On dit souvent que le sport est aussi vecteur d'éducation. Comment ça se concrétise aussi par vos actions sur le terrain? Alors, en fait, nous, on a ciblé 7 valeurs qui sont des valeurs qu'on retrouve dans la vie de tous les jours et même dans la vie professionnelle et chez les jeunes, donc la volonté, la combativité, etc. Et donc, nous, notre objectif, les encadrants, c'est vraiment de véhiculer ces valeurs au quotidien. Et ensuite, on a 6 grandes thématiques qui nous permettent d'accompagner les jeunes dans un parcours sur la réussite scolaire, sur l'orientation, la formation, sur l'éducation alimentaire, la promotion des filles et des femmes. Et donc notre objectif, c'est de permettre à tous ces jeunes de découvrir ces thématiques à partir de nos programmes et à partir du tennis. Est-ce qu'il y a par exemple des petites actions un peu originales que vous avez essayé d'initier? Alors il y a plein d'actions, on va dire, originales. On essaie justement de se démarquer, on essaie de proposer des choses nouvelles en fait à chaque fois aux jeunes et à leurs familles. On peut par exemple parler de la journée du petit fête lemurien qui est vraiment une action justement pour les jeunes et les familles. C'est en fait plein de petits jeux de tennis donc autour du tennis, mais pour promouvoir l'éducation alimentaire. Donc c'est plein de petites choses comme ça. On peut aussi parler de l'insertion professionnelle avec notre action de job dating, donc Je sais tes job. C'est vraiment la rencontre des recruteurs avec les jeunes qui recherchent un emploi sur le terrain de sport. C'est vraiment des actions pour la désacraliser, on va dire, un entretien, pour essayer d'apprendre les bonnes pratiques alimentaires aux jeunes et aux familles, mais de façon ludique. Voilà, c'est vraiment essayer que les jeunes s'amusent, de faire en sorte que les jeunes s'amusent, mais de leur inculquer des valeurs et d'essayer de les éduquer en tout cas par ça. On a également, bien évidemment, en lien avec le tennis, un programme qui s'appelle Tous sur le court, qui permet aux jeunes de découvrir tous les rôles qu'on peut avoir sur un terrain de tennis. On peut être arbitre, on peut être juge de ligne, on peut être ramasseur, on peut être éducateur un jour et même compétiteur. Et donc ces 2 jours de stage vont permettre aux jeunes de passer dans tous ces rôles pour peut-être aller vers une formation d'arbitrage, vers des stages de ramasseur ou peut-être demain d'être éducateur et entraîneur. Et ce qui est clair, c'est que quand on se balade sur un tournoi comme les IS, on voit qu'il y a beaucoup de métiers qui tournent pour faire tourner un tournoi comme ça. Justement, avec l'association, je crois qu'il y a 2 jeunes qui étaient, alors malheureusement, il me semble qu'il y en a un qui a eu des petits soucis de santé, il devait être ramasseur, il n'a pas pu venir. Non, mais il y a un deuxième jeune, oui. Sacha, si je me souviens bien, qui va arbitrer sur l'un ou l'autre match. Donc ça, c'est une belle réussite pour vous, j'imagine, c'est génial. Voilà, ils sont issus de notre école d'arbitrage, qui n'est pas une école pour former, puisque ça, c'est les prérogatives des ligues et des comités. Nous, on essaie de donner l'envie et de susciter l'envie d'aller derrière vers une formation. Et effectivement, on a régulièrement des arbitres sur tous les tournois, des ramasseurs de balles. Et encore sur Roland Garros, là, on va avoir 7 juges de ligne et on a 4 ramasseurs de balles. Formidable. Voilà. Un dernier mot, comment on peut vous soutenir? Voilà. Comment on peut nous soutenir En nous donnant de l'argent. En nous donnant de l'argent et en parlant de Faites le Mur, surtout aux clubs, aux ligues, aux comités aussi qui nous connaissent déjà, mais en leur parlant de Faites le Mur pour justement essayer de démocratiser, on va dire, cette pratique de plus en plus. Oui. Et puis, bon, après, plus sérieusement, dans le cas des entreprises, dans le cas du RSE, la possibilité, effectivement, pour les entreprises, à travers du mécénat, de nous soutenir avec la possibilité de défiscaliser. Et c'est vrai que pour nous, c'est important parce qu'on ne vit pas avec la cotisation de nos adhérents, mais on vit par les partenariats qu'on peut avoir, à la fois avec l'État, avec la Fédération française de tennis, qui est notre premier partenaire, mais également avec des partenaires privés également. Voilà, et puis on sait avec Faites le Mur qu'on est avec des gens sérieux et qui travaillent très très bien depuis un paquet d'années. Ans. Voilà, voilà. Donc, voilà. Oh, bah, merci beaucoup Alain Merci à vous. d'être venu sur ce plateau de Midi Tennis. Bonne semaine à vous. Merci. Et puis, dans la semaine, on ira voir Sacha justement pour qu'il nous raconte un petit peu son parcours pour remettre un petit peu une petite couche. Comme ça, il y aura un peu de visibilité aussi. Voilà. Merci à beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon tournoi. Voilà. Eh bien, on va enchaîner maintenant avec la petite partie mise au vert. Hop là, le petit changement de plateau avec, vous le savez, les IS, c'est le tournoi éco-responsable par excellence. Alors Denis Negen, le patron du tournoi, le dit souvent, on fait du mieux possible, mais
il y a une empreinte carbone qui n'est malheureusement pas compressible. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va planter des arbres pour arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone. Et pour ça, on va en parler avec Stéphane Azael qui est avec nous, ingénieur forestier. Tout à fait. C'est comme ça qu'on dit. Alors, vous travaillez en lien avec les IS, justement, pour ce programme de replantation ou de plantation, enfin, je ne sais pas comment on dit. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'organise. Donc oui, on a été sollicité il y a 2 ans maintenant par les IS pour mener une campagne de renouvellement de la forêt. Sur une forêt située à Mollkirch l'année dernière, cette année ce sera à Andelot, donc au début de la vallée de l'Andelot justement, la route qui mène au Wald, très jolie d'ailleurs par ailleurs. Et donc c'est une forêt privée, puisque je travaille moi en forêt privée, je ne travaille pas à l'Office national des forêts, mais au Centre national de la propriété forestière. Voilà. Délégation du Grand Est, donc où on oriente la gestion des forêts privées. Et là, en l'occurrence, on a été sollicité par les IS justement pour compenser ce qui n'arrive pas à réduire aujourd'hui dans l'empreinte carbone des internationaux de tennis de Strasbourg. Et donc, on s'est associé à cet événement pour justement proposer un certain tonnage de carbone dans la forêt d'Andelot pour les IS 2022, puisqu'on a 1 an de décalage par rapport aux événements. Et ça représente combien d'arbres à planter alors pour arriver à cette neutralité Alors là, on replantera sur 2 hectares. Donc ça signifie peut-être pas grand-chose, 2 hectares pour les auditeurs ou les téléspectateurs. C'est 77 courts de tennis en configuration double. Donc vous voyez, on dirait que c'est pas grand-chose 2 hectares, mais finalement c'est pas mal. Donc là, en nombre d'arbres, on plante à peu près 1400 à 1600 arbres à l'hectare. Donc vous faites le calcul, on sera entre 3500 et 4000 arbres. On a quelques photos d'ailleurs, hein, je crois que vous avez envoyé quelques images, on va pouvoir voir. Donc forêt de Mollkirch et d'Andelot, est-ce qu'on est sur les mêmes caractéristiques parce qu'on n'est pas tout à fait au même endroit quand même, malgré tout. Oui, Mollkirch c'est vallée de la Bruche. Oui. Andelot c'est vraiment le début de la vallée d'Andelot. On n'est pas sur les mêmes forêts, on n'est pas sur les mêmes propriétaires, hein, donc avec des attitudes, des comportements, des objectifs différents. Sur Mollkirch, nous avions des dépérissements d'épicéas suite aux différents coups de chaleur qu'on a eu les 4-5 dernières années. Et là, on est plutôt sur des dépérissements de sapins pectinés, donc le sapin des Vosges, hein, le fameux, bien connu. Et donc, ce sont des dépérissements qui sont liés aux différentes canicules qu'on a eues, sécheresse, avec un élément en plus, c'est que l'arbre étant affaibli par ces coups de stress hydrique, il y a des insectes qui viennent attaquer, et donc les arbres meurent sur pied. Les scolipes. Les scolites. Voilà, il y a différentes espèces, mais voilà, vous avez bien joué. J'étais pas loin. Justement, tiens, vous parlez du réchauffement climatique. Est-ce que ça a un impact sur nos forêts en Alsace? Est-ce que les essences vont être amenées à évoluer? Ou comment on préserve notre fameux sapin des Vosges, par exemple? Alors, une autre difficulté qu'on peut rencontrer en Alsace, mais pas seulement, c'est le gibier, qui évite justement la régénération naturelle du sapin. C'est pour ça qu'on est souvent obligé de passer par de la plantation. Et là, en l'occurrence sur Andelot, après un diagnostic de sol, savoir ce qu'on va planter, à quel endroit, en fonction de l'exposition, en fonction du bilan hydrique justement de la forêt, eh bien, on a choisi de planter des essences qu'on connaît chez nous, mais qui ne sont pas locales au niveau Andelot. Hein, on a choisi du pin sylvestre, du pin laricio, de Corse, du Douglas et du Mélèze. Donc on fait évoluer quand même un petit peu cette forêt, voilà, mais tout en essayant de garder un petit peu la caractéristique d'origine. Le sapin, puisqu'il faut tout protéger contre la dent du gibier, il y aura une clôture qui sera installée, et entre ces plantations d'espèces que je vous ai citées, la régénération naturelle va s'installer parce qu'elle est protégée de la dent du gibier, et le sapin, le hêtre vont s'installer. Voilà, il faut garder nos arbres du cru d'origine, du cru alsacien. Merci beaucoup d'être passé nous voir pour nous expliquer un petit peu tout ça. On va suivre ça avec attention dans les prochaines années. Alors on espère que ce réchauffement climatique ne va pas causer trop de dégâts. Espérons. Mais espérons. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Et on va passer maintenant à la petite histoire du jour. Bonne journée. Et la petite histoire du jour, bien évidemment, elle est racontée par l'inénarrable Christophe Schnepp, notre collègue des dernières nouvelles d'Alsace.
Bonjour et bienvenue à la 37e édition des Internationaux féminins de Strasbourg. On est ravis de vous retrouver pour ouvrir avec vous la boîte à souvenirs et anecdotes du tournoi. Alors cette année, le début des IS est marqué par la très belle histoire de la joueuse alsacienne Sarah Ilief. Elle a 16 ans, elle est 41e française et 686e mondiale. Et surtout, elle est en France la deuxième meilleure des moins de 18 ans. Cette année à Strasbourg, Sarah Ilief a obtenu une wildcard. C'est une invitation pour les qualifications où les 4 meilleures joueuses qui sont encore en course entrent dans le tableau final. Samedi, Sarah, qui est licenciée au club d'Oswald et qui s'entraîne à la Fédération française de tennis, a réussi à battre une Australienne, Perez, qui est 400e mondiale. Hier, ce dimanche, après pratiquement 3 heures de combat sous un soleil de fou et dans une grosse ambiance, Sarah a réussi à venir à bout d'une Chinoise qui s'appelle Bai et qui est classée 209e. Donc elle est officiellement devenue la première joueuse alsacienne de souche à réussir à entrer dans le tableau final des internationaux féminins sportivement après avoir joué 2 matchs. Alors on a cherché et on a retrouvé un cas presque similaire. Et on est en 1995, toujours aux IS bien sûr, avec la présence de la Haut-Rhinoise Anne-Sophie Bittigofer. À cette époque-là, elle est 400e mondiale et elle en fait avait reçu directement une invitation pour entrer dans le tableau final au premier tour. Elle avait été battue par une américaine McNeil 6-0, 6-1. Donc Sarah Ilief, qui joue aujourd'hui à mi-journée, est donc bel et bien la première Alsacienne à avoir gagné sa place sur le court pour le tableau final. On est très contente pour elle et on espère qu'elle va réussir à faire des étincelles. Et chaque jour, Christophe nous plongera dans les petites histoires du tournoi avec toutes ces archives. Le petit plaisir du jour que vous retrouverez aussi tous les jours forcément, c'est le test d'une voiture assez incroyable de chez BMW. C'est Marine, la petite chanceuse, qui a pu se faire véhiculer depuis Top Music jusqu'aux IS. Vous allez voir, c'est plutôt bluffant. Hello tout le monde, comme l'année passée, première vidéo des IS et pour l'occasion, on vient me chercher devant le bureau. Donc let's go. Waouh, voilà mon chauffeur. Incroyable. Hello. Alors c'est toi mon chauffeur aujourd'hui? Exactement. Ok. Je vais t'emmener côté droit, à l'arrière. Ah ouais, donc là tu viens d'ouvrir la porte. Automatique la ceinture. Non. Ça a l'air d'être une voiture hyper puissante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors bien sûr, on est sur la nouvelle BMW i7, donc c'est la limousine de luxe de chez BMW. On est sur un véhicule 100% électrique. Et on a sur cette belle voiture une puissance de 544 chevaux. Elle existe en plusieurs motorisations, encore une plus puissante qui vient de sortir il y a quelques mois. Mais du coup c'est un peu une voiture de star hein, quand même. Exactement. Donc comme chaque année on est partenaire des IS et comme tu le sais on est partenaire du Festival de Cannes. Les stars sont déposées devant le tapis rouge. Et ben nous pour les IS on dépose les joueuses directement devant les cours. Ça a changé ? Alors on a toute une panoplie de modes dans le véhicule. Donc on a des modes qui seront purement esthétiques comme le digital art. Donc on a l'écran qui va changer, on va avoir les cristaux qui vont se colorer de couleur violette. On a le toit qui va se mettre en mode panoramique avec des lumières à l'intérieur, surtout pour le soir. Donc là ils ne seront pas très apparents, mais la nuit par contre le toit panoramique va s'éclairer en violet. Et également on a d'autres modes. Pour le passage arrière, on a le théâtre screen, donc qui va faire profiter pleinement de l'écran à l'arrière pour le passager arrière. Oh waouh! C'est toi qui as ouvert la porte là? J'ai rien eu besoin de toucher, c'est grand luxe.
c'est moi où les feuilles scintillent. Exactement. En fait, là, on est sur les nouveaux feux en cristaux qui sont exclusivement sur la BMW série 7. Alors ça, c'est chic, hein. Ça renforce l'aspect luxe du véhicule. Et alors, c'est une voiture électrique, comment est-ce qu'on la recharge? Alors, je vais te montrer ça. Donc, à l'arrière, côté droit, on a la trappe. On a la sortie en courant alternatif et en courant continu pour les supercharges. Alors Marine, là je vais te présenter une des fonctionnalités majeures de cette nouvelle série 7. C'est la fonction couchette. Donc là tu vas te prendre pour une star parce qu'en fait on sera comme dans un avion en première classe. Tada! Là, c'est vraiment grand luxe, hein. Bon, je suis désolée, mes pieds n'arrivent pas au bout, je suis un peu trop petite. Je suis super bien installée, direction les IS. Est-ce que ça te dirait de continuer ta série Netflix? Avec grand plaisir. Et voilà, on est arrivé aux IS. Un petit coucou à Yannick et nous on part au boulot. Et voilà, on passe au petit ristretto, c'est pour finir le menu du jour, le petit café à la fin pour la bonne bouche. Et on a deux invités pour terminer, deux personnes qui sont importantes pour ce tournoi, mine de rien. Christophe Edel de Xeos et Pascal Maillet d'Extelis. On parle électricité, son, lumière. J'imagine, messieurs, que pour un événement comme celui-ci, ça doit être quand même assez costaud. Christophe, je vous laisse commencer. Oui, c'est sûr que c'est assez costaud. Pour nous, en tout cas, ça fait 15 jours qu'on est là. Ça fait 15 jours qu'on est sur place. Ça fait 15 jours que c'est les aléas de tous les jours, c'est-à-dire plein de demandes dans tous les sens. À un moment donné, on ne savait plus où on était. Mais ça m'a toujours fait un petit peu sourire parce que dans notre métier, c'est ça. C'est que tout arrive en même temps et avant que ça ne joue pas, personne ne sait ce qui se passe. Donc c'est génial, quoi. Voilà. Il faut s'adapter. Ouais, on s'adapte tout le temps et pour nous, c'est super important. Pascal, même chose La même chose, oui, à peu près 15 jours. Alors beaucoup plus petit en termes d'équipe que les équipes de Xeos. Nous, on s'occupe de tout l'accès Internet pour l'ensemble du site. Alors quelques chiffres, on a actuellement 22 bornes Wi-Fi un petit peu partout disséminées sur l'espace couvert et à l'extérieur. On a de l'Internet, j'ai regardé tout à l'heure, on doit consommer quelque chose comme 400 gigaoctets de données par jour. On a à peu près 500 personnes en temps réel qui sont connectées au système. Et il y a notamment, faut assurer, parce que c'est non seulement pour l'organisation, mais également pour la WTA Media, pour le scoring, on est en temps réel. Donc pour ma part, c'est tout ce qui est les fils, mais avec un tout petit peu d'électricité par rapport à Xeos et à Christophe. Sur un tournoi comme ça, alors il y a les 15 jours avant pour que tout soit en place, mais j'imagine que vous avez aussi des équipes qui sont là presque H24, parce que le moindre souci, il faut qu'il soit réglé dans la minute, quoi, en fait. On ne peut pas dire on verra ça plus tard. Nous, en fin de compte, on est 6 personnes tous les jours. Entre tout ce qui est son, lumière, l'électricité, les électriciens. On a l'équipe de Biprod qui est là aussi, qui s'occupe de la vidéo, qui s'occupe des télés, qui retransmet tous les signaux où il faut et au bon endroit et au bon moment, ce qui est toujours un peu plus compliqué. À côté de ça, oui, c'est un très beau challenge pour nous. Des petites demandes spécifiques, parce qu'on sait que ce tournoi est diffusé dans 140 pays à travers le monde. Est-ce que là aussi ça joue? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques qui peuvent arriver? Non, les demandes spécifiques, pour ma part, WTA Media sont autonomes. Ils ont leur accès satellite, ils savent gérer. Malgré tout, pour tout ce qui est le scoring et pour tout ce qui est l'affichage, c'est du temps réel. Et la diffusion même des scores sur les applis mobiles à travers le monde, ça passe par le tuyau Internet. Donc ouais, forcément, nous on est à 2 personnes en permanence sur le site. Et effectivement, avec l'oreillette et les talkies, on doit répondre dans la minute, on doit trouver. On a du backup, on a un petit peu de liens secondaires et donc on est obligé de répondre immédiatement aux équipes qui nous sollicitent. D'accord, donc si j'ai un problème en salle de presse avec le Wi-Fi, c'est vous que je vais voir, quoi. Exactement. Bon, pour l'instant, ça marche. Hein. Et la machine à café en salle de presse aussi. Après, la tireuse marche aussi, donc ça c'est bien. Mais ça, c'est pas votre partie, je crois. Hein. Non, mais on s'y intéresse de très près. Ça, c'est pas vous. Oui, un dernier mot, c'est un événement quand même malgré tout qui est, je dirais, hors norme sur une année. Ou est-ce que vous avez d'autres, je sais pas,
des spectacles, des concerts par exemple, ce genre de choses qui peuvent être un peu équivalents? Ben nous, ce genre de prestations, on en fait quand même à peu près une dizaine par an. Quand même, ouais. Voilà, donc on sait à peu près de quoi on parle, on sait où on va. Surtout, nous, ce qui est important, c'est que ce genre d'événement, pour nous, c'est quelque chose d'important, parce qu'on se rend compte très vite qu'on n'a pas toujours forcément à 100% l'habitude de rentrer dans ce projet-là, dans un projet comme ça, parce qu'on se rend compte que ce projet change toutes les 5 minutes. Et pour nous, c'est très rare que sur les prestats qu'on fait, ça change tout le temps. Ouais. Et, sachant que des prestations de ce type, ouais, encore une fois, on en fait quelques-unes dans l'année. D'accord. Bah, merci beaucoup, messieurs, d'être passés faire un petit coucou. Merci. Bravo d'ores et déjà pour toutes les installations. Et puis bah, j'espère que vous ne recevrez pas trop de coups de fil, parce que ça voudra dire que tout roule et que tout fonctionne on sera parfaitement. tranquille, c'est sûr. On reste à l'apéritif. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va terminer cette émission avec un petit reportage, puisque vous le savez, les IS, c'est bien un tournoi de tennis. Et bien depuis quelques années, on a ce qu'on appelle le tournoi des pré-qualifs. C'est un tournoi qui est ouvert à Reichstett à toutes les joueuses. C'est ouvert et forcément, ça fait un tournoi de haut niveau, puisque les joueuses qui ne peuvent pas y entrer directement passent par ce tournoi des pré-qualifs. Ça se passe à Reichstett. C'est un reportage de Jules Scherer. La semaine avant les internationaux de Strasbourg a un goût particulier depuis près de 4 ans au tennis club de Reichstett. En effet, le club de tennis bénéficie d'une invitation appelée Wildcard pour les qualifications des IS. Ce précieux ticket est attribué à la grande gagnante du tournoi de Reichstett. Ouvert aux amatrices, les terrains de ce club attirent aussi les plus gros classements. Nos 4 premières têtes de série, c'est pas réellement des joueuses amateurs, hein. C'est du semi-pro, c'est des filles qui sont à la porte des gros tournois et qui rentrent dans certains tournois par les qualifications. Donc le tennis amateur, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est une chance pour elles d'intégrer un grand tournoi. Et elles sont obligées de passer par une porte un peu plus petite pour obtenir le sésame et jouer dans le tournoi de leur rêve. Ce tournoi est aussi l'occasion pour les joueuses de vivre de très belles histoires. Alors on a un très bel exemple, hein. Julie Gervais l'an dernier, elle est passée par notre tournoi, elle a perdu en finale, elle a eu ce rôle de lucky loser, elle s'en est servie. Et elle a passé 3 tours en qualif à Strasbourg pour intégrer le tableau final. Il faut savoir que la demoiselle était déjà dans le train du retour. Lorsqu'on l'a appelée pour lui dire qu'il y a une place qui se libérait, elle est descendue au premier arrêt pour revenir et pour gagner 3 matchs derrière. Donc pour elle, l'an dernier, c'était vraiment, je pense, un rêve de gosse qui s'est accompli, qui s'est réalisé. Je pense que c'est le but de toutes les filles qui viennent chez nous, c'est de toquer à la porte du monde professionnel pour y tenter leur chance. Malheureusement pour elle, cette année n'était pas la bonne. Éliminée dès le premier tour, c'est Myrti Georges qui s'est présentée aux qualifications des IS ce week-end. Et cette année, c'est Elena Maligina qui a remporté ce tournoi de pré-qualif. Et elle jouera tout à l'heure face à l'Australienne Kimberley Birrell. Ce sera peut-être la belle histoire du jour. Un petit mot sur le programme très rapidement. Sarah Ilief, la jeune Strasbourgeoise de 16 ans, va jouer tout à l'heure. Il y aura également Alizé Cornet. Et on finira la journée avec Anastasia Pavlyuchenkova, l'une aussi des têtes d'affiche de ce tournoi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Midi Tennis, c'est demain, midi pile. On se retrouve pour parler tennis, bien évidemment. Salut à tous!